donner immédiatement la parole aux intervenants, mais avant, je souhaiterais dire combien nous sommes satisfaits, heureux de recevoir cet hommage à Saint-Jean ici, à la Maison d'Amérique latine. Le fait que la tradition du hommage, qui est une très très belle tradition universitaire, donne lieu à des réunions dans les enceintes universitaires. Au regard pétillant, avec une abondante chevelure bouclée, et deux femmes françaises, deux historiennes, deux anciennes condisciples, avaient pris sous leur aile, ou sous leur aile, des femmes de talent et d'une très grande générosité. C'était Nicole Giron et Solange Albéron. Et lorsque nous avons terminé les présentations, il n'y avait pas grand-chose à se dire, c'est vrai. Nicole Giron et Solange Albéron m'ont raccompagné à la sortie et m'ont dit, tu vois, on vient de rencontrer une perle rare. Ce garçon a beaucoup d'avenir, il ira très loin. A prouvé la clairvoyance de mes amis et elle ne s'était pas trompée. Merci et je cède la parole à Carmen Bernard. Donner un peu l'ordre du déroulement de cette séance. Tout d'abord, au nom de nous trois, c'est-à-dire de Carmen Salazar Soler et de Eduardo França Paiva du Brésil, je voudrais remercier un certain nombre d'institutions et de personnes. Tout d'abord, la Maison d'Amérique latine, qui nous a accueillis. Ce n'était peut-être pas évident, comme ça en soi, notre liste. Les auteurs, les 29 auteurs, il y en a 30, mais je ne vais pas me remercier moi-même. Les auteurs qui ont participé avec enthousiasme et avec beaucoup d'affection. Et je crois que ça, c'est très important. Ils n'ont pas fait ça pour eux, pour les curriculums, rien. Ils ont fait ça par respect, par affection pour Serge. Et je crois que ça mérite d'être signalé. Et parmi ces auteurs, j'ai une pensée, nous avons une pensée pour notre très cher Boris Jeanne, qui n'est plus parmi nous, et avec qui j'avais parlé quelques mois avant sa disparition prématurée cette année. Cette séance va se dérouler ainsi. Mon très cher Serge, j'ai tout d'abord été extrêmement flattée quand Carmen m'a demandé de dire quelques mots en ton honneur. Mais en même temps, c'est un sentiment d'effroi qui m'a saisi. En effet, comment rendre justice en quelques mots à ton œuvre si peu prolifique et si originale, récompensée par les prix les plus prestigieux, et à tes ouvrages qui sont traduits en de multiples langues? Que dire aussi sur cette carrière brillante qui est la tienne, te conduisant sans cesse aux quatre coins du monde pour susciter de nouvelles vocations chez les étudiants, pour inouer de nouvelles discussions intellectuelles ou en renouveler de plus anciennes? Dans quel champ historique t'inscrire? Histoire religieuse, histoire culturelle, histoire de l'art? Toi qui n'as eu de cesse que de les croiser en défendant une histoire connectée, que ce soit la thématique de l'occidentalisation, celle du métissage ou celle encore de l'américanisation, et maintenant de l'écriture de l'histoire, tu les as toujours scrutés en tenant compte à la fois des échelles régionales, hémisphériques et globales. Considérer les phénomènes des circulations, de diffusion et d'hybridation culturelle entre l'Europe et les Amériques, mais aussi entre les Amériques et le reste du monde, est de fait et indubitablement ce qui donne toute leur densité à tes analyses. Alors que dire, quand mes collègues historiens parleront bien mieux que je ne le saurais le faire, des subtilités et de l'impact de ton œuvre. Je vais donc parler en tant que directrice d'unité dans un premier temps. Alors en tant que directrice d'unité, je voudrais tout d'abord souligner ta générosité, une générosité qui s'est traduite aussi en acceptant de donner un peu de ton précieux temps, ou beaucoup de ton précieux temps, à la collectivité. Car ton intense activité de recherche ne t'a pas empêché d'exercer des fonctions administratives moins glorieuses, plus ingrates que les nombreuses invitations dans des universités étrangères prestigieuses.
Nul n'oublie en effet qu'après Nathan Weinstein, tu as bien voulu présider, en tant que directeur et dès 1992, aux destinées du CERMACA, le Centre de recherche sur le Mexique, l'Amérique centrale et les Andes, lequel est devenu ensuite le CERMA, Centre de recherche sur les mondes américains. C'est les voyages, ce sont les déplacements aux États-Unis, en Amazonie, en Chine. Donc nous sommes complètement immergés dans la mondialisation ou la globalisation grâce à ça. C'est un enseignement aussi très important que nous avons dans ce séminaire, c'est d'apprendre à voir. Parce que c'est un historien dont la source principale est l'image. Donc c'est apprendre à voir, à regarder, n'est pas quelque chose d'évident, surtout quand il s'agit de l'écriture de l'histoire. C'est à la fois une sorte, disons, des peintres de l'histoire et des géologues qui va dans les détails les plus minimes, qui lui donnent l'image ou la scène où se produit le moment de l'histoire qu'il est en train d'étudier et qui l'intéresse. Donc, secrétaire général du Comité international des sciences historiques, et à ce titre, je suis ici pour vous rappeler qu'il y a 2 ans, donc lors du congrès mondial qui a eu lieu à Jinan en Chine, Serge Kosinski a été le premier lauréat du prix international de l'histoire qui a été créé par notre organisme international. Alors, je vais en dire quelques mots pour que vous compreniez pourquoi nous en sommes arrivés à donner un prix international de l'histoire. Eh bien, comme vous le savez tous, les historiens n'ont pas de prix Nobel. Ça n'existe pas pour l'histoire. On peut être éventuellement candidat au prix Nobel de littérature, mais en tout cas, pour la discipline de l'histoire, il n'y en a pas. Le bureau du Comité international des sciences historiques a donc proposé de créer le prix international de l'histoire. Ça a été un processus qui s'est donc concrétisé par la première remise du prix à Jinan, en Chine, en août 2015, donc le lieu où se tenait le congrès international. Les congrès internationaux ont lieu tous les 5 ans. C'était la première fois que le congrès avait lieu en Chine, et c'était la première fois que nous décernions le prix international de l'histoire. Donc, Serge, il y a eu 2 premières, dont vous étiez bien conscient d'ailleurs, et à l'occasion de cela, ça a donné l'occasion non seulement à Serge, mais aux interlocuteurs chinois, aux partenaires chinois, aux historiens chinois, qui se trouvaient évidemment en un nombre absolument considérable dans ce congrès, plus qu'on n'en aura jamais dans aucun séminaire, d'écouter lors de la séance de remise du prix une leçon magistrale offerte par Serge Kosinski justement sur ces rapprochements entre des mondes qui, jusqu'à encore longtemps, nous apparaissaient des mondes distants et ayant peu de communication entre eux. Et je crois que ce qui était important aussi, c'était que ce prix soit allé à un moderniste. Le Comité international des sciences historiques est un organisme dans lequel il y a beaucoup trop d'historiens de l'époque contemporaine. Et l'accent mis sur l'époque moderne, et justement cette époque de confrontation, d'échange et de lien entre des mondes éloignés, nous a en plus particulièrement ravis. Alors je précise que le prix international de l'histoire est une compétition, et donc il y avait plein de candidats, et ce sont donc les mérites de Serge Kosinski qui l'ont fait choisir. Nous étions, alors je dis nous là, je me mets un petit peu en retrait du comité, je parle en tant qu'historienne française, et je dois dire qu'on était en plus particulièrement heureux d'avoir ce premier prix remis à un Français. Alors nous avons décidé par la suite que remettre un prix tous les 5 ans, c'était un peu un espace de temps trop grand, parce qu'on risque d'oublier. Plutôt le prix Nobel, c'est tous les ans. Donc, on a décidé donc, de remettre maintenant notre prix international de l'histoire à chaque assemblée générale du comité. Et donc, l'assemblée générale vient de se dérouler à Moscou au mois de septembre de cette année. Et nous avons donc un nouveau lauréat qui est aussi quelqu'un qui a
beaucoup enseigné, beaucoup diffusé son savoir. C'est un historien de l'époque médiévale, un spécialiste de la sainteté, des stigmates, des sorcières et autres, et qui est hongrois, Gábor Klánicáj, qui est aussi francophone. Alors ça, c'est aussi quelque chose d'important pour nous, c'est de montrer que le CICH, le Comité international des sciences historiques, a 3 langues officielles, le français, l'anglais et l'espagnol, et que donc la domination de l'anglais n'est pas une fatalité. Et nous avons donc aussi été très heureux d'avoir comme 2e lauréat du prix international de l'histoire un médiéviste hongrois qui a fait sa leçon à l'Assemblée générale de Moscou en français. Et donc avec un niveau de français absolument remarquable. Donc voilà, ça c'est pour vous expliquer, vous informer sur l'importance, la signification du prix qui a été remis à Serge en 2015 et dont le nom restera donc éternellement gravé comme le premier prix international de l'histoire. Et je crois que cette cérémonie à Jinan, qui était alors agrémentée d'un concert, tout ça était extrêmement beau. Les Chinois avaient vraiment mis les petits plats dans les grands et fait les choses d'une manière extrêmement grandiose. Donc c'est vraiment pour nous quelque chose d'important. Maintenant, je vais dire un mot sur la présence de l'Amérique latine au sein du Comité international des sciences historiques. Parce que ça aussi, ça me semble important de souligner. Je salue d'ailleurs Véronica Zarate qui est là et qui a été pendant longtemps la représentante du Comité national mexicain. Donc l'un des comités nationaux du CICH les plus actifs au sein de notre organisation. Notre bureau a eu comme... dans le précédent bureau, donc, qui est le bureau d'ailleurs qui a présidé à l'élection de Serge, il y avait une vice-présidente argentine, donc il y a un comité national argentin, et actuellement nous avons une vice-présidente brésilienne. Et le comité brésilien est aussi un des comités les plus importants du CICH. Et puis nous avons eu le plaisir d'avoir à l'Assemblée générale de Jinan, donc lors du congrès mondial dernier, l'adhésion du Chili. Et puis là, grâce aux efforts de notre vice-présidente brésilienne, nous avons à l'Assemblée générale de Moscou accueilli 3 nouveaux comités nationaux de l'Amérique latine, le Paraguay, l'Uruguay et la Colombie. Donc avec ça, le continent... la partie latine du continent américain est particulièrement bien représentée et c'est quelque chose qui nous réjouit. Et je crois que d'ailleurs le fait d'avoir donné ce prix à Serge il y a 2 ans a aussi permis à notre vice-présidente brésilienne de s'adresser aux historiens du continent en leur montrant l'importance du Comité international des sciences historiques et le fait que donc justement l'histoire connectée, l'histoire transcontinentale dans laquelle l'Amérique latine a une place importante est quelque chose de particulièrement significatif. Et je crois que chez beaucoup de nos collègues historiens du continent, ça les a aussi en quelque sorte aidés à motiver leurs collègues pour faire partie de ces comités nationaux sud-américains. Et je pense qu'il y a une grande part qui est due à la personne de Serge et à son rayonnement en Amérique latine. Je vous remercie. On pourrait faire l'économie. C'est Serge qui dit ça. Deuxième aspect, les rapports entre barbares et civilisés. Déjà éprouvé entre Tchéchinek et Toltec, ici, cette question se trouve au fondement du grand débat, la légitimité de la conquête européenne et la transformation de barbares en chrétiens. À Jinan, c'était plus facile parce que c'était exotique finalement. C'était extrêmement impressionnant parce qu'évidemment il y avait des milliers de personnes, mais c'était en même temps extrêmement lointain. Ici, je suis devant des gens qui me connaissent depuis très longtemps. Et donc c'est
pas plus dur, mais j'ai toujours peur de décevoir les gens et de ne pas être à la hauteur, surtout après ce que j'ai entendu. Alors, je savais que je devais parler, que j'allais évidemment remercier, mais je n'ai pas envie de remercier longtemps parce que ce serait à nouveau un catalogue et je sais tous les efforts que Carmen, qu'Eduardo, que Carmencita ont fait. Faire un hommage à quelqu'un, parfois c'est un calvaire, n'est-ce pas, Carmen? Et ça fait partie des expériences que nous devons traverser. Je ne sais pas très bien quoi faire, et puis la semaine dernière, je cherchais un livre à lire le soir. J'allais dans ma bibliothèque et je suis tombé sur un livre en espagnol publié en 1972, mais une traduction, La confusión de los sentimientos, de Stefan Zweig. Et donc je ne pensais pas du tout à ce qui allait se passer ce soir, mais si vous vous souvenez de ce livre, Stefan Zweig décrit un vieux professeur qui reçoit un livre de ses collègues pour célébrer ses 30 ans de carrière. C'est le début de ce livre qui est assez court et qui est admirable. Et je reprendrai les propos de Zweig pour exprimer ce que je ressens. Donc je cite Stéphane. « Je ne peux nier que moi, vieil homme, j'ai observé ces pages avec la même fierté que jadis l'élève découvrant le bulletin, qui, signé par ses professeurs, attestait pour la première fois sa capacité à mener un travail scientifique et sa volonté d'y parvenir. Ceux qui connaissent ce petit chef-d'œuvre de Stefan Zweig devinent que j'ai plusieurs raisons de m'identifier à cette histoire, et pas simplement ma fixation sur le XVIe siècle ou mes liens personnels avec le Brésil. À l'occasion de cette célébration, quand vous entrez dans ce livre, à la 2e ou 3e page, le professeur qui reçoit le livre est envahi par le sentiment d'une absence. Et c'est ce manque qui inspire les pages les plus fortes de la confusion des sentiments. Je cite à nouveau Zweig. « À ces chères ombres, comme autant d'Homère, je veux donner à boire de mon propre sang, afin qu'elles me parlent de nouveau et qu'elles soient auprès de moi. Mes propos seront plus maladroits, mais tout aussi chargés d'émotion et de saudade que les pages de Zweig, car je voudrais remercier toutes celles et tous ceux qui sont ici, mais que vous ne voyez pas. Vous ne pouvez pas les voir, car ils ou elles ne sont plus de ce monde. Permettez-moi donc d'évoquer devant vous ces ombres qui, à un moment ou à un autre, ont éclairé mon chemin et m'ont apporté la joie de leur affection et le bonheur de leur intelligence. Et d'abord, Line Tesser. Nous sommes connus, Line et moi, à l'école des Chartes en 1969. Line, plus tard, épousera Jean-Michel, qui est là, au fond de la salle. Nous avons partagé bien des choses, les bancs de l'école des Chartes, et à 2 pas, les films, rue Champollion, quitte à sécher les cours de droit privé et de diplomatique, ce que nous faisions régulièrement. Nous avons aussi partagé, avec Line et puis avec Jean-Michel, l'Italie, celle de Naples et de Rome, les voyages dans le Mexique, profond, entre Puerto Escondido et Olinala, avant que ces contrées soient pourries par la drogue. En plus d'une exceptionnelle amie, Line était une grande historienne de la ville, à laquelle il faudra un jour rendre justice. Avec l'aide de Jean-Michel, elle a des années durant admirablement lutté contre la maladie. En 1973, moi qui ne savais rien du Mexique, ne parlais pas espagnol, ignorais l'Amérique latine, je pousse la porte de François Chevalier, mon futur directeur de thèse. Ses encouragements, sa confiance et je dirais même son piston m'ont permis d'avancer sans encombre sur cette autoroute de la recherche qui m'a mené de l'école des Chartes à l'école française de Rome, de l'école française de Rome à la Casa de Velázquez, de la Casa à l'Institut français d'Amérique latine, puis à l'Instituto Nacional d'Antropología e Historia, pour finir par retomber sur mes pattes françaises au CNRS. François Chevalier, et avec lui, et je ne l'oublie pas non plus Pierre Goubert, m'ont aidé à croire en moi quand je commençais à peine à travailler sur un chantier. Et tous deux, Chevalier et Goubert, lorsque j'écris, veillent toujours à mes côtés. En 1973, je débarque à Rome. J'y fais la connaissance d'une jeune femme exceptionnelle, Eileen Corrigan.
Elle vivait alors avec un poète australien dans la bohème du Trastevere, Via de la Paglia. Cette historienne de l'art sera la traductrice des hommes-dieux et de la colonisation de l'imaginaire. 5 ans plus tard, elle me fera découvrir New York, le New York des bords de l'Hudson et de Riverside Drive. Et quand je viendrai habiter le quartier en 2014, chaque jour je croiserai le souvenir d'Eileen, emportée comme Lynn Tesser et pratiquement en même temps par un terrible cancer. C'est à Eileen que je dois de pouvoir me débrouiller en anglais. Sans elle, sans ses conseils, sa complicité à Rome, à Genève, à New York, il n'y aurait probablement jamais eu de cours à Princeton. À Rome, en 1976, toujours à Trastevere, je fais la connaissance d'une grande dame italienne, Clara Gallini. Clara Gallini, ethnologue de la Sardaigne et sociologue de Lourdes et du cyberespace. Cette figure majeure de l'anthropologie m'ouvrira la porte de Vittorio Lanternari à la Sapienza, m'initiera à l'œuvre d'Ernesto de Martino et m'invitera à Naples, à l'Oriental. Et je me souviens, c'était il y a 30 ans, Clara habitait Rome, elle enseignait à Naples, et comme les Romains, ils ne s'attardaient guère dans la capitale parthénopéenne. Elle s'éclipsa donc immédiatement après ma première leçon et me laissa tout seul, une bonne semaine, avec ses étudiants napolitains. Au début, je n'en menais pas large, mais ce sera finalement l'une des plus belles expériences de ma vie, les plus belles expériences d'enseignant. C'est en 1976, la même année, que j'arrivais à Mexico. 2 Françaises expatriées allaient m'introduire dans le monde des historiens mexicains. Solange Albero, qui malheureusement n'a pas pu être des nôtres ce soir, et Nicole Giron, qui, elle, s'en est allée vers un monde qu'on espère meilleur. C'est Nicole Giron qui m'a fait connaître Carlos Monsiváis, José Emilio Pacheco, Enrique Flores Cano, Héctor Aguilar Camín, Alejandra Moreno Toscano et j'en passe. J'ai rarement rencontré l'alliance d'une telle générosité, d'une telle intelligence. Mais Nicole s'effaçait trop au point qu'on en oubliait la remarquable historienne du XIXe siècle, qu'elle ne cessa jamais d'être. Bien sûr, rien ce soir n'aurait existé sans l'initiative de Carmen Bernand, et sans elle, 3 livres de ma bibliographie n'auraient jamais pu voir le jour. Mais comment oublier parmi ces ombres le sage qui a vécu à ses côtés, André Bernand, l'égyptologue, l'helléniste, qui a su toujours m'entourer d'une affection paternelle. C'est chez lui, et donc chez Carmen, rue d'Artois, qu'en janvier 1986, nous avions fêté mon doctorat d'État. Parmi les êtres chers qui ont scellé ma relation avec le Mexique, il en est un qui fut mon compagnon 9 années durant, Pedro Pérez. Pedro préparait une thèse sur la frontière mexicano-nord-américaine sous la direction affectueuse de Claudine Erzlich. En même temps, comme médecin, il s'est engagé dans la guerre contre le sida. Le sida l'a emporté et c'est pendant les derniers mois de sa mort lente, Villa de l'Oursine, que j'ai écrit l'histoire de la ville de Mexico, comme pour prendre congé de lui et d'une ville qui avait été un temps la mienne. Peu après la disparition de Pedro, en 1996, la même année, un jeune étudiant beau et brillant, normalien et latiniste, mais pas encore agrégé, frappait à la porte de mon bureau boulevard Raspail. Il hésitait entre des études cinématographiques et le Mexique colonial. Il a fini par choisir d'étudier l'œuvre d'un métis mexicain, Diego Valadez. Vous connaissez tous Boris Jeanne, qui lui aussi, comme Pedro, nous a quittés avant d'avoir atteint 40 ans. Comment accepter le scandale de ces vies interrompues? Boris incarne ici ce soir tous les étudiants qui en France, en Europe, au Mexique, au Brésil, en Colombie, aux États-Unis et même jusqu'en Chine, ont donné un sens à mes recherches et à mes enseignements. Enfin, je ne voulais surtout pas oublier Benedito Nunes, qui, en 1996, m'a fait connaître l'Amazonie, en m'initiant à la vie littéraire de Belém et à la culture brésilienne. Dans ces mémorables soirées, Na Travessa da Estrella, Béné m'a appris à relire Heidegger, m'a fait découvrir Clarice Lispector et Guimarães Rosa. Comme Octavio Paz qui m'expliquait Maeterlinck et Gelderode à Mexico en 1991, ou Antonio Candido que je rencontrais à Sao Paulo la même année, Béné m'a fait découvrir que s'il existe de véritables Européens par l'esprit et par la culture, ils ne peuvent être que latino-américains.
C'est une des leçons, des grandes leçons que m'a donné cette partie du monde. J'ai donc tenu à évoquer cette poignée de noms. Il en manque, et je pense bien sûr à la peine de Carmencita et à la douleur de Jesus. Si j'ai tenu à évoquer ces ombres, ce n'est pas pour une raison funéraire, c'est parce que je pense et je suis persuadé qu'elles sont là parmi nous et que j'ai besoin de tout le monde, de tous ceux qui ont été autour de moi. Et j'ai pensé qu'il ne suffisait pas de remercier les présents, ni ceux qui n'ont pas pu venir. Et j'ai aussi pensé à autre chose. J'ai longtemps travaillé sur les cantares mexicanos. Comme vous le savez, au XVIe siècle, les Indiens de l'Anahuac, qui exécutaient les cantares, avaient le pouvoir de faire revenir les morts au milieu des vivants, de faire jaillir les fulgurances du passé dans les grisailles du présent colonial. Bien à mon tour, j'ai souhaité convoquer ce soir en cette maison et dans cette pièce tous ces papillons, parce que les morts étaient des papillons, sont des papillons, toutes ces ombres plus multicolores qui virevoltent autour de l'astre solaire, car ils sont les seuls à savoir ce que je dois à chacun et à chacune. Puis j'ai réfléchi sur cette histoire de dette et j'ai pensé que non, c'est pas proprement d'une dette qu'il s'agit, c'est un petit peu trop rituel et conventionnel, mais bien plutôt de ces irremplaçables échanges avec l'autre, homme ou femme, qui seul donne un sens à nos parcours terrestres. J'ai eu une chance infinie de faire un bout de chemin avec chacun d'eux et avec vous ce soir. Un mot pour conclure sur notre guide de cette soirée, Stefan Zweig. Je crois qu'il a toute sa place dans cette maison de l'Amérique latine que nous aimons tant. Quand on relit la conférence sur l'unité spirituelle du monde, que ce Viennois prononça en français à Rio de Janeiro, puis en espagnol à Buenos Aires, à Córdoba, à La Plata et à Montevideo, on se dit que Zweig a eu bien de la chance de trouver un continent encore disposé à l'écouter, et les latino-américains d'entendre cette parole, qui fait, avouons-le, ressortir l'esprit étroit et convenu de nos commémorations présidentielles. De tout cœur, je vous dis merci. Avant de passer à côté, de la pièce à côté, je voudrais, au nom de tous les auteurs de ces livres, remercier Carmen Bernand, parce que c'était le pilier et c'est grâce à elle que ces livres existent. On a traversé des moments très difficiles que Serge vient d'évoquer aussi. On a perdu des amis, des êtres chers, et c'est elle qui a tenu, qui nous a tenus. Et c'est grâce à elle, c'est à elle qu'on doit ces livres. Un grand merci, Carmen, au nom de nous tous.